Merci à vous de m'avoir donné le prétexte de voir cette région, de voir ce village, de voir cette énergie, de voir qu'à 1000 citoyens, on peut révolutionner le monde. Ça me conforte dans l'idée que les petites révolutions coordonnées entre elles peuvent faire pas un grand soir ni un grand lendemain, en tout cas un demain qui soit autre qu'anxiogène. C'est le pourquoi de l'Institut des Futurs Souhaitables. C'est un peu marqué dessus, en fait, ce qu'on fait. En plus, on est à la Gaîté Lyrique. Donc, le pitch commence comme ça. Nous sommes l'Institut des Futurs Souhaitables à la Gaîté Lyrique. Donc, ça produit des étincelles ou des ricanements. Dans tous les cas, ça nous fait gagner du temps. Et en ce moment, il y a beaucoup plus d'étincelles dans les yeux que de ricanements. Ça, c'est la première des bonnes nouvelles. Hein? Ouais, mais sur les traders. Non, parce que là, il y a vraiment matière en ce moment. Donc tout ça pour vous dire que c'est la première des bonnes nouvelles. Moi, j'en ai pas mal de bonnes nouvelles. Alors le moi, c'est pas que moi, on est une centaine dans l'aventure. On est des conspirateurs positifs comme vous. On est des acteurs de la métamorphose qui pensons que ici et maintenant, on peut faire la différence et qu'on est dans un carrefour historique tellement énorme que justement, c'est possible. Ça a été peut-être possible à la Renaissance. Certains disent que c'était possible au Néolithique. On est dans cette phase historique majeure qui fait que moi, historien, je me suis intéressé au futur. Et finalement, c'est la même démarche. On spécule un petit peu sur ce qui a été ou sur ce qui pourrait être en racontant des histoires. Et en ce moment, ce qui manque, c'est un grand récit du monde d'après qu'on essaye justement d'esquisser à plusieurs. Emmanuel, tu parlais d'incertitude. L'incertitude, ça ne veut pas dire qu'on ne sait rien, ça veut juste dire qu'on ne sait pas tout. Et ça rassure un peu ceux qui veulent voyager. Parce qu'en ce moment, nous sommes des explorateurs. Alors, certains disent qu'on est dans le temps des tempêtes. On est peut-être dans le temps des tempêtes, mais ce n'est pas une bonne solution de se crisper sur le gouvernail en pensant qu'on est un bon manager quand les écueils sont droits devant nous. À la tempête, ce qui est courageux, c'est de monter à la vigie. Alors, c'est pas facile, mais en tout cas, quand on est là-haut, on voit qu'il y a un après-tempête, un à-côté de tempête, et qu'il y a surtout un demain peut-être un peu plus radieux. On est ce genre de voyageurs-là. Alors, pourquoi on est là? C'est pas pour du savoir, c'est pour du témoignage. Performance en dehors des sentiers battus, on dit de nous, un poète a eu ce joli mot qui me touche encore, nous sommes des détours opérateurs, des accompagnateurs de chemin de traverse. Et c'est finalement ce qu'on peut donner le mieux en termes d'inspiration. Notre envie, notre art, c'est de baliser le futur. Et ça tombe bien parce que verbaliser, ça vient de la même racine. On est en train de précéder de nos mots de nouvelles réalités, comme les comptables avec les nouveaux indicateurs. Et finalement, ce grand récit du monde d'après, il s'esquisse à force d'exploration. Puisque notre artisanat, c'est de faire des voyages dans le futur. Des voyages immobiles, mais des voyages en compagnie. On jalonne un parcours initiatique, une maïotique singulière et moderne. Et finalement, je viens de comprendre, grâce à Pierre Paolo, qu'on y trouve des exaptations. Et finalement, on chine ces exaptations. On les amène à des points saillants de la réflexion et on les laisse le soin de s'émerveiller ou d'aller à côté. Et c'est souvent dans le à côté qu'on trouve un certain nombre de nouveautés. Comment on fait concrètement? On choisit nos voyageurs. Rassemblez-vous, mais ne vous ressemblez pas. C'est la biodiversité intellectuelle qui est une des sources de la découverte. Les biologistes le savent que trop bien. Eh bien, les intellectuels viennent de le découvrir. Donc, à l'idéal, nos participants, ils viennent du 440 pour la moitié. Il y a un banquier, il y a un assureur, il y a un gros pollueur qui n'a pas d'autre choix que de se coltiner les problématiques. Il y a quelqu'un du luxe, il y a quelqu'un du service public, quelqu'un de l'énergie. Et puis, on garde 2 places pour les institutions d'État qui ont des problématiques macro à gérer. 2 places pour des collectivités territoriales comme ici qui ont des problématiques macro, mais au sein d'un périmètre. 2 places pour des ONG. 3 à 5 places pour des entrepreneurs qui sont mus par un mode projet. 3 places pour des chômeurs qui, eux, sont en mutation de vie. Et à un moment donné, quand on va parler de la mutation du monde, au niveau macro, ils vont nous donner de l'expérientiel à des gens qui défendent peut-être des corporations. Et puis, on garde une place pour un artiste et pour un journaliste. Comme dans les goélettes au XVIIe siècle pour les terrains incognita, ils vont, comme tels les naturalistes, nous conter l'aventure du fil de l'étonnement des voyageurs volontaires du siècle qui vient. Le voyage initiatique, il se fait, le premier tiers, c'est le temps de la lucidité. On est d'autant plus des bons explorateurs qu'on esquisse nous-mêmes les limites à dépasser. Donc c'est le temps de voilà le monde tel qu'il est. On a des spécialistes de sécurité alimentaire, de gouvernance mondiale, de bioclimatologie, d'énergie conventionnelle qui nous disent le monde il est comme ça. Et voilà tous les tipping points, les seuils critiques au-delà duquel ce ne sera plus une question de croyance mais une question de résilience. Et le focus se fait entre 2030 et 2045. Ce qui est intéressant, ça veut dire que de nos yeux vus,
on aura les incidences, les conséquences de nos actions ou de nos inactions. C'est plus après moi le déluge. Une fois qu'on est bien rassuré sur le fait qu'on va vivre le grand shift, on demande à des gens qui sont déjà dans le futur et qui peut-être sont une partie de la réalité de demain, de juste venir nous témoigner de leur expérience, que ce soit un échec ou un succès. Et là, on parle avec nos amis du biomimétisme, on parle nos amis avec de la réalité augmentée, des cyborgs qui pensent que le futur est un futur vertical et concentrationnaire et que la dernière fuite, ce sera une fuite numérique qui nous ouvrira des nouveaux territoires, notamment transgenres. On questionne le progrès, on questionne la croissance, on questionne aussi la décroissance, si elle n'est pas une nouvelle forme de dogme armé. Et puis surtout, on apprécie les différences. On construit les désaccords avec des gens qui, eux, se rassemblent autour d'un questionnement. Et on pense qu'une bonne question, c'est déjà un appareil de réponse et qu'on manque cruellement de se poser les bonnes questions en toute chose. Donc nous, on donne de l'inspiration, et c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire, à des gens qui, le voyage fini, vont devenir des leçons, mais en tout cas en sont convaincus, sont des conspirateurs positifs, acteurs de la métamorphose, qui vont repartir au gouvernement, repartir à la poste, repartir au CESE, repartir dans la PME, repartir à l'université, et ils vont essayer de faire basculer le système en étant convaincus qu'ils ne sont plus seuls, en étant rassérénés par les expériences des autres, et surtout en se sentant dans l'air du temps, et pas n'importe lequel, puisque c'est celui qui vient. Alors concrètement, le monde qu'on quitte, il est plus lisible que celui vers lequel on va. Ça, c'est le cadeau de la complexité. Mais qu'à cela ne tienne, si on prend le temps de l'écoute de tous ces explorateurs de monde qui, depuis 10 ans, n'ont pas attendu qu'on leur dise que ce n'était pas possible pour partir, non seulement ils ont affrété les caravelles, mais en plus, ils ont déjà découvert des choses, ils sont déjà en train de revenir, ils ont même un problème de traduction à ceux qui sont restés à quai. Quand vous déposez une partie du sable de ces terrains incognita sur une table, vous ressentez la même couleur. J'en veux pour preuve. Nos amis du biomimétisme, que vous connaissez, en l'occurrence chez nous c'est Tariq, qui vient nous partager son exploration, ils nous disent, avec cette 4,5 milliards de R&D qu'est la nature, qu'en période faste, la compétition est une bonne chose pour l'évolution. Et qu'en période de crise de ressources raréfiées, la compétition est une perte de temps, et que finalement, à l'échelle de 4,5 milliards d'années, c'est la symbiose qui a fait le plus pour l'évolution que la compétition. À ce moment-là de la partie, nos co-révolutionnaires, qui chinent un peu les signaux faibles un peu partout, qui nous disent qu'il y a plus de canapés qui est loué à New York que de lits dans les chambres d'hôtel, qui nous rappellent que Airbnb, en 4 ans, fait 180 millions de chiffres d'affaires, qu'il y a 10 millions de nuitées, alors que le système est vieux comme le monde. Nos amis de KissKissBankBank qui nous disent qu'ils ont une progression de 30% par an. Nos makers qui sont prêts à imprimer des villes. En tout cas, pour la maison, c'est déjà fait. Nos amis de l'Open Knowledge, qui, avec les MOOC, dont parlera certainement Tan, cette espèce de Massive Online Courses, qui vous donne la connaissance et qui vous disent que l'expérience de la connaissance est plus importante que la connaissance elle-même. Nos amis de Parlement et Citoyens, qui essayent de refonder une démocratie participative à travers l'outil numérique. On commence à sentir quand même que le partage pourrait être une valeur structurante du monde d'après. Quand il y a 50 intervenants qui ne se connaissent pas entre eux, vous disent ça, on commence à esquisser les nouveaux territoires. Ça, c'est notre envie d'explorer finalement demain à l'aune de ce qui pourrait être de mieux. Et on a une autre intuition, c'est que le temps, comme à la Renaissance, pour les artistes de prendre leurs responsabilités et de venir à côté des stratèges pour donner à voir un futur qui soit autre qu'anxiogène. C'est le fameux grand récit du monde d'après qui nous donnerait envie de changer. Il faut faire mieux avec moins. Les médias se focalisent sur le moins. Nous, on aimerait focaliser sur le mieux pour donner cette énergie de mutation qui fait que oui, moi, j'ai pas le permis et je vais pas le passer, mais par contre, j'aurais peut-être un peu plus de joie que ceux qui roulent avec un diesel. Vous l'avez bien senti, c'est une formation, c'est une transformation, il y a un aller et un retour, et finalement, ils reviennent à chaque fois avec les cales pleines de curiosité. Et on aimerait justement réhabiliter ces cabinets de curiosité, mais du futur, pour donner à ceux qui sont restés à quai aussi la possibilité de voyager avec leur envie, leur volonté et leur poésie. Et donc on est en train justement à la Gaîté Lyrique d'essayer de créer ce prétexte à exégèse qui serait un cabinet de curiosité du futur. Je vais vous donner ce qu'on tire de chaque voyage, puisque là on en est au 6e et ça commence sérieusement à se confirmer. Et donc il y a 4 grosses bonnes nouvelles moi, que j'aimerais vous partager. Le premier, c'est que les tipping points s'avèrent. Et donc que le temps du monde fini commence, et c'est tant mieux.
Comme ça, les chantres du système n'ont d'autre choix que de penser que le changement, ça va les concerner aussi. Et ça nous fait gagner dans notre réflexion. Là, il y a 10 ans, tous nos conspirateurs positifs, on les dégagé du sérieux des discussions et des mondanités en les traitant d'utopistes. Aujourd'hui, on les convoque pour les mêmes qualités devant des assemblées pleines et on les reconnaît porteurs d'innovation. La deuxième bonne nouvelle, c'est que le regard du monde a changé sur eux et donc sur lui-même. Et que cette phase majeure de réinvention, elle n'est plus que dans l'idée d'illuminer, elle est juste dans la nervure finalement d'un monde qui se fissure et d'un monde qui est en train de commuter. Pour moi, ça c'est la deuxième des bonnes nouvelles. La troisième, c'est que ce n'est pas français, ce n'est pas européen, c'est worldwide. Qu'on a des conspirateurs positifs à Rio de Janeiro, à Jakarta ou à Porto Novo, et qu'eux-mêmes, avec leurs moyens, ils font des explorations, et quand ils ramènent un peu de cette terre de demain, elle a la même couleur. Ça, pour moi, c'est quelque chose, c'est une renaissance mondiale. La dernière, c'est que c'est vraiment le temps de la créativité. On se dit aussi optimiste offensif. Moi, j'ai l'impression qu'on est condamné à être optimiste, et c'est une belle condamnation. Parce qu'on a tout à réinventer. C'est-à-dire que nos outils anciens ne marchent pas face aux enjeux du monde, dont acte. C'est bien justement le moment d'affréter ce que vous pouvez. Si vous avez les moyens, affrétez-vous un 3-mâts. Si vous n'avez rien d'autre, affrétez-vous une coque avec une voile. Et ça tombe bien parce qu'en français, ça s'appelle un optimiste. Avec une philosophie qui déstresse tout le monde, au pire, ça marche. Merci.